Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet un petit peu particulier, à la fois philosophique et sociologique, la poitrine des femmes, et en particulier le rapport que l'être humain va entretenir avec l'anatomie féminine. Des événements récents nous ont poussé à nous interroger sur ce rapport problématique que l'être humain peut avoir avec la nudité, et en particulier les seins, les décolletés, la poitrine en général. Fin août, une femme s'est vue sommée par la gendarmerie de se rhabiller alors qu'elle était la poitrine nue sur une plage de Sainte-Marie-de-la-Mer. Début septembre, une femme s'est vue refoulée du musée d'Orsay parce que son décolleté avait été jugé provoquant par une personne chargée de la billetterie. Cette évolution de la société nous pose problème, un problème philosophique et sociologique. Qu'est-ce qui a pu faire que la poitrine des femmes puisse être soumise à une forme de coercition, alors que la société dans son ensemble devrait censée évoluer vers plus de liberté et de tolérance? Nous allons essayer de traiter ce sujet et de formuler une tentative de réponse à cette question. Dans une première partie, nous essaierons de regarder un point de vue historique. Quel a été le rapport que les êtres humains ont entretenu à la poitrine à travers l'histoire? Dans un second temps, nous essaierons de voir de manière ethnologique et géographique si ce rapport a été différent en fonction des peuples, des sociétés, des continents. Et puis enfin, dans une troisième partie, nous essaierons assez modestement de formuler une tentative de réponse, ou en tout cas une tentative d'explication à cette évolution du regard, à cette évolution des mœurs, qui semble tendre vers une moralisation qui n'était pas présente encore il y a 2 voire 3 décennies. Au cours de l'histoire, la représentation féminine a énormément changé, et en particulier le rapport que l'on peut entretenir à la nudité. Dès la préhistoire, des exemples comme la Vénus de Willendorf, par exemple, montrent que la représentation féminine va être quelque chose d'exclusivement attaché à la maternité. Une poitrine extrêmement volumineuse, des hanches larges, tout tend ici vers un rapport maternel à la féminité. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que cette Vénus de Willendorf a été censurée par Facebook en 2018 et que cette censure a donné lieu à un procès. Dans l'Antiquité, la poitrine se montre, elle s'assume, elle a aussi un aspect maternel, aussi un aspect de séduction, mais elle n'est pas cachée, ou en tout cas très peu cachée, ni dans la statuaire, ni finalement dans la vie quotidienne. Il y a une évolution entre l'Antiquité égyptienne, où le canon de la beauté va être plutôt une femme avec une toute petite poitrine et un corps assez androgyne, et l'Antiquité grecque et romaine, où le corps de la femme et le corps de l'homme vont être beaucoup plus différenciés et vont être beaucoup plus marqués. La femme, dans l'Antiquité grecque et romaine, va être beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus plantureuse, en quelque sorte, dans sa représentation, en particulier dans les divinités liées à la séduction telles que Vénus.
Les représentations d'Athéna sont au contraire quelque chose de plus guerrier, de plus masculin. Bien entendu, dans l'Antiquité grecque, on pense aussi au mythe des Amazones, ces femmes qui, pour pouvoir tirer à l'arc, s'amputaient d'un sein. On voit bien alors que le sein est marque d'une féminité, au contraire de l'homme qui va être plus dans un rapport viril et guerrier. Au Moyen-Âge, la représentation féminine, et en particulier la représentation de la poitrine, est extrêmement ambiguë, assez ambivalente. Il y a d'un côté ce que l'on pourrait appeler la bonne poitrine. C'est la poitrine de toutes les représentations des vierges à l'enfant, des vierges allaitantes, où le sein est présent pour nourrir le Christ. Mais au-delà de ça, c'est aussi une nourriture spirituelle qu'elle apporte au Christ, et de manière symbolique, c'est la Vierge qui va nourrir les personnes et va nourrir la société dans son ensemble. À côté de cette représentation de la bonne poitrine, il y a la représentation de la mauvaise poitrine, qui va être, par exemple, le sein tentateur d'Ève, qui va être symbole du péché, symbole du désir, symbole de la recherche d'une sensualité. La Renaissance va faire évoluer cette représentation. Les vêtements vont évoluer également. Les hommes comme les femmes vont abandonner les tuniques amples pour des vêtements plus serrés, qui en particulier, avec l'apparition des sortes de gaines, de corsets, vont faire remonter la poitrine, qui va se montrer, être symbole de féminité et aussi assumer une certaine forme de séduction. Une figure importante de la Renaissance est Catherine de Médicis. C'est une belle femme qui montre son physique, qui aime montrer son physique, et qui va ramener également de l'Italie tout l'aspect cosmétique, l'aspect maquillage qui était présent en Italie et qui était complètement ignoré en France. On va se maquiller, on va se valoriser le physique. Parfois même, il arrive de se maquiller également les seins afin de les rendre plus attirants. On est donc dans une période où la poitrine est véritablement valorisée, en tout cas au niveau d'une catégorie sociale élevée. L'aristocratie montre ses seins et va être particulièrement fière de ses seins. À la fin de la Renaissance, les femmes vont montrer leur poitrine. C'est quelque chose qui va être un attribut féminin, assumé et valorisé. Au XVIIe siècle, les normes sociales, les normes de la mode vont accepter qu'une femme montre ses seins, à la fois dans un aspect esthétique et de séduction. Alors bien entendu, la morale n'est pas totalement neutre par rapport à cette poitrine assumée. Le meilleur des exemples est bien entendu la pièce de Molière, Tartuffe, avec cette fameuse réplique « Cachez ce sein que je ne saurais voir », où la poitrine, où le sein est associé au péché, à la tentation, en particulier à la tentation de la chair. Que voulez-vous? Ah mon Dieu! Je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression.
Au XVIIIe siècle, en particulier à la fin du XVIIIe, pendant la période révolutionnaire, la femme à la poitrine découverte est un véritable symbole républicain, symbole du progrès au niveau des idées. C'est le poitrail mis à nu des esclaves affranchis. La pudeur est connotée comme quelque chose qui renvoie à l'ancien régime, renvoie aux classes sociales élevées. Le fait de montrer son sein est vu comme un processus de libération, un processus d'émancipation des contraintes sociales, en particulier vestimentaires. Ici, le sein nu reprend la symbolique qu'on pouvait retrouver au Moyen-Âge du sein nourricier, nourrissant le peuple et donnant finalement une liberté au peuple. Le XIXe siècle va être extrêmement ambivalent avec la mode féminine, avec le rapport au physique et à la nudité. Pour résumer, il y a deux physiques valorisés féminins au XIXe, la très plantureuse épouse, la femme ronde avec des formes extrêmement généreuses qui vont être le caractère esthétique bourgeois en quelque sorte, où la poitrine va être montrée, remontée et parfois même par la mode un petit peu artificiellement gonflée. Et puis parallèlement à ça, il y a un esthétisme féminin assez étonnant qui est la belle malade telle qu'on pourrait la nommer, qui est représentée dans des œuvres littéraires comme La Dame aux camélias, qui est une courtisane mourante en quelque sorte. Les nouvelles de Théophile Gautier sont également extrêmement révélatrices de cette mode des personnes au physique romantique, un petit peu maladif, voire mourant, voire même pour Théophile Gautier carrément mort, dans cette célèbre nouvelle de la morte amoureuse, où on a finalement un cadavre qui revient à la vie. C'est un idéal romantique qui va cohabiter avec cet idéal bourgeois jusqu'au début du XXe siècle. Le XXe siècle est le lieu d'une évolution extrêmement rapide. Au début du XXe siècle, nous avons d'abord la Première Guerre mondiale qui marque l'histoire. Au cours de cette période, la femme joue un véritable rôle social. C'est presque une découverte pour la société, avec les hommes partis au front, de l'importance de la femme. Et nous allons avoir un esthétisme très rural, la femme représentée dans les travaux des champs ou les travaux industriels. C'est une femme qui finalement va perdre un petit peu de ces aspects typiquement féminins qu'on aurait pu trouver au XIXe siècle et valoriser finalement sa fonction au sein de la société. À la fin de la Première Guerre mondiale, nous avons une mode qui est mise en place, qui est celle de la garçonne. Les femmes qui ont joué un rôle si important dans la société pendant la Première Guerre mondiale vont avoir une revendication d'égalité avec l'homme. Parce qu'elles ont fait fonctionner la société pendant les années de guerre, elles vont demander une place à part entière dans la société. Et nous avons une femme qui va se masculiniser en quelque sorte avec un physique androgyne. Et dans cette période, autour des années 1920, la poitrine va être quelque chose de très caché,
de très plat. Les femmes, parfois, vont même s'aplatir la poitrine pour les cacher. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant. La femme a perdu ce statut social qu'elle aurait pu revendiquer à la fin de la Première Guerre mondiale. Ses formes au niveau de la mode s'arrondissent et elle redevient beaucoup plus objet de séduction et son physique, sa poitrine en particulier, est de nouveau sexualisé. Les soldats sont au front et les femmes doivent être finalement belles et sexuellement attirantes pour les soldats. C'est quelque chose qui est extrêmement visible, notamment au niveau des pin-up, entre guillemets, qui vont être présentes sur les uniformes militaires, sur les avions, sur les véhicules militaires. On va avoir des femmes à la poitrine extrêmement visible, extrêmement sensuelle, et une tolérance de cette sensualité, tout simplement parce que les hommes sont au front et qu'on va accepter finalement cette hypersexualisation de cette société masculine non voulue puisque cantonnée à une activité guerrière. Parallèlement, un paradoxe se fait sentir avec une hyper-moralisation, en particulier aux États-Unis, sur le territoire de la censure. La censure va devenir extrêmement active, extrêmement sévère. Un exemple presque amusant, s'il n'en était pas ridicule, c'est le personnage de Walt Disney, Clarabelle, qui est une vache, qui, au tout début de sa création, va être dessinée avec des pies visibles, et la censure va refuser cette représentation des pies parce que pour elle, elle est trop sensualisante, et la censure va obliger à Walt Disney de recouvrir ses pieds avec une jupe. Alors on est dans une situation assez ridicule où on trouve plus moral une vache avec une jupe qu'une vache qui montre ses pieds. Et paradoxalement, on est sur une condamnation d'une vache avec ses pieds sur le territoire américain, alors qu'on accepte et qu'au contraire, on valorise des femmes éventuellement avec les seins nus sur le fuselage des avions militaires. La fin de la Seconde Guerre mondiale va être marquée par une période extrêmement importante pour notre réflexion au niveau de la poitrine et de la morale. De la toute fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 73-75 s'ouvre la période qu'on va appeler les 30 Glorieuses, où le mot d'ordre va être de jouir de cette situation économique, de cette paix retrouvée, de cette facilité à vivre dans la société, dans ce confort, dans cette opulence, qui va finalement marquer une sorte de libération sexuelle extrêmement importante. Aussi bien au niveau social que philosophique, nous allons voir une évolution des mœurs, ce qui était interdit, impensable encore il y a quelques décennies, va être complètement autorisé. Le paroxysme de cette libération va bien entendu être l'année 68, avec le mouvement de libération sexuelle, de réappropriation du corps de la femme, parfois pousser cette libération jusqu'à l'excès, puisqu'on a même certaines publications qui valorisent la pédophilie, l'hypersexualisation des enfants, etc.
Si les Trente Glorieuses prennent fin traditionnellement en 73, les années qui vont suivre vont rester sur cette mouvance de l'acceptation de la sexualisation. Nous le verrons en troisième partie, les philosophes prônent une forme de retour à la morale. Parce que la situation économique n'est plus aussi florissante que pendant les Trente Glorieuses, il va falloir limiter ses désirs et revenir à des préoccupations beaucoup plus strictes, beaucoup plus morales, voire moralisatrices. Mais ces discours philosophiques ne sont pas tout de suite entendus et les années 80 vont encore être marquées par une forme de libéralisme relativement important. Que ce soit dans la société, que ce soit dans les médias, dans l'audiovisuel. Je ne prendrai qu'un exemple. En 1983, l'émission Gym Tonic, qui passe à la télé, se finit sur le générique de fin par les deux professeurs de sport qui prennent des douches. On les voit donc nus sous la douche, on voit leur poitrine, et ce n'est pas quelque chose qui choque à l'époque. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est hyper sexualisé, puisque finalement c'est juste l'image du corps dans sa dimension sportive et finalement dans sa dimension hygiéniste en quelque sorte. La véritable rupture va se situer à la fin des années 80, au début des années 90. Nous sommes dans une crise économique qui marque le début de la morale, qui marque le début de la moralisation à outrance de la société. 1991, nous sommes dans la première guerre du Golfe. La société a l'impression de pouvoir revivre une guerre telle que auraient pu être les deux premières guerres mondiales. Nous voyons des scènes de ruées sur le sucre et la farine dans les supermarchés. Et le temps n'est plus à la jouissance, le temps est à l'austérité. Cette austérité va se poursuivre et devenir de plus en plus croissante jusque dans les années 2000, où on va voir une censure au niveau des médias qu'on n'aurait absolument pas pu imaginer 10 ans auparavant. C'est cet aspect social, économique, politique que nous développerons dans notre troisième partie et que nous essaierons peut-être d'utiliser comme une forme d'explication possible, en tout cas, de cette moralisation, de cette rupture entre les années 80 et les années 2000 que nous vivons encore aujourd'hui avec les événements que nous avons évoqués en introduction et de cette hypersexualisation qui entraîne la censure que l'on vit aujourd'hui de la poitrine féminine.